Ok les guerriers, on va parler du Bitcoin et on va faire un petit tour et analyser tout ça. Donc une correction, légère correction sur le Bitcoin qui repasse en dessous des 68 000 dollars ici. Donc vous voyez à peu près la courbe sur ces dernières semaines. Donc on a bien monté et là, on a une belle chute. Donc voilà, on est parti des 54 et on est monté ces derniers temps. Et là, on a une chute qui intervient. Moi, je dis que c'est une bonne chose. Et on va voir. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Enfin, de toute façon, vous le savez, hein, les corrections, c'est toujours bon à prendre. Là, quand on regarde les principales cryptos, voilà, c'est en moyenne du moins 5, moins 7% ici. On a Solana, on va revenir sur Solana juste après. Solana qui est dans le vert, hein, alors que tout chute. Solana qui est en pleine bourse, c'est le réseau, la blockchain qui attire tout on va dire les personnes qui veulent utiliser la blockchain, tout ça. Il y a une forte hype sur la blockchain Solana. Donc, si on regarde l'ensemble des cryptos, on voit qu'il y a beaucoup de rouge, hein. Même Bonk, voilà, qui est en top des baisses, à peu près dans le top 100, qui fait partie, voilà, le même coin de l'écosystème Solana. Donc, une crypto blague basée sur le réseau Solana. Ici, Bitcoin qui est à 67 659 à l'heure actuelle, en dessous des 68K, alors qu'on flirtait avec les 73 000 il y a même pas quelques heures. Donc, voilà, il y a beaucoup de volatilité. On a une correction. Les corrections sont toujours salutaires, j'ai envie de dire, surtout avec les fortes hausses. Maintenant, il y en a qui peuvent dire que c'est la fin du monde parce que ça a perdu 4-5 000 dollars sur le prix du Bitcoin. D'autres voient ça comme une opportunité. C'est comme ça qu'on devrait voir les choses. Donc, voilà. Le BTC à 66 000. Bon, maintenant, on est remonté un peu à 67 000. Et ETH à 3600. Donc, le Bitcoin a nettement chuté cette nuit. Donc, on va voir l'article de Cryptos. Une chute après de nouveaux sommets. Le Bitcoin a nettement chuté au cours de la nuit pour aller chercher les 66 000. Que s'est-il passé? Le Bitcoin et les altcoins chutent nettement cette nuit. Tac, tac, tac. Voilà, ça a fortement chuté. Là, maintenant, ça se stabilise ici. Ici, ils disent que en moins de 3 heures, le cours du Bitcoin a perdu 7,8%. La crypto-monnaie s'est cependant légèrement repris ce matin. Comment expliquer cette chute soudaine? Donc le marché des crypto-monnaies est en ébullition depuis cette semaine. Certains notaient la percée rapide du Bitcoin. Trop rapide peut-être. La correction qui vient de survenir semble donc être basée sur un retour vers une atmosphère plus calme. Donc c'est une correction après un fort rallye. Et comme voilà, on calme en fait cette euphorie. Et il semblerait que ce soit une chute plutôt normale, on va dire, après un fort rallye là. Par ailleurs, on note plusieurs nouvelles bearish qui pourraient avoir contribué à cette chute. Du côté des ETF, la prochaine étape des ETF Ethereum semble moins certaine que prévu. Donc, le produit en bourse pour les Ethereum, il semblerait que ce soit pas encore prêt ou que ça n'interviendra pas. Je vais vous montrer des articles bearish, voilà, notamment de sénateurs qui veulent pas de cet ETF. Et voilà, hein, tac, tac, tac. Les chiffres de l'inflation aussi aux États-Unis, et ça, on va le voir juste après là, qui sont plus élevés que prévu et qui entraînent. Mais moi, je dirais que c'est un mal pour un bien, mais on va voir ça. Donc, on va continuer, on va avancer et vous allez lire tout ça. Nouveau pic de liquidation donc sur le marché crypto. Les positions longues se sont faites déchirer avec presque 550 millions de liquidations sur les dernières 24 heures. Donc 683 millions si on rajoute les positions short. C'est quand même plus sympa d'être en spot. Donc, vous voyez que ceux qui sont en position de levier, de trade, qui placent des trades avec des leviers, tout ça, qui parient, en fait, c'est comme un pari. À chaque fois, ça fait très mal quand ça se passe pas comme prévu. Et là, on peut noter plusieurs millions de liquidations. Donc, être en spot, c'est être investi sur l'actif, sur la crypto, et être exposé au cours, que ça monte ou que ça baisse. Voilà, on est toujours exposé, on ne se fait pas rect, on ne se fait pas liquider.
Donc, ces jeux de trade là, placer un trade avec des positions, des leviers, des choses comme ça, des positions multiplicateurs pour augmenter ses chances de gagner de l'argent, c'est très risqué. Parce que quand ça part dans le sens inverse, que la liquidation intervient, c'est fini. On ne peut plus récupérer son argent. Donc, il vaut mieux être en spot, acheter de la crypto et laisser faire. Peu importe la volatilité, vous laissez couler. Et le fait de holder, donc de conserver ses cryptos contre vents et marées, et bah à la fin, on s'en sort plutôt, de manière générale, on est plutôt gagnant, si on a la patience. Par contre, c'est de faire du trading et de spéculer, et de mettre des positions, des leviers, des choses comme ça, et que après qu'on se fasse liquider, ça, il y a de fortes chances, voilà, qu'on perd. Même si ça se passe bien, on peut avoir des gros gains. Mais ça, c'est une chance sur deux, quasiment. J'ai envie de dire, c'est la roulette russe. C'est pas sûr que ça intervienne. Donc, vous savez que jouer au trader, c'est pas très bon. Il vaut mieux holder, jouer au holder ou de acheter et conserver. Sur le moyen long terme, ça paye toujours, normalement. Donc voilà, ici, on a des rumeurs qui rapportent qu'un fonds d'1 milliard de dollars aurait dû liquider sa position en BTC, provoquant la chute de cette nuit. Donc le fonds aurait parié sur une corrélation MSTR-BTC en shortant les actions MicroStrategy et en achetant du Bitcoin. Donc là, bon après ça c'est des rumeurs, ces stratégies peuvent être vues comme étant sans risque. Ouais bon, bon ça c'est des spéculations, je sais pas vraiment si c'est vraiment ça. Après il y a beaucoup de rumeurs. Donc, on ne sait pas trop, mais bon. En tout cas, il y a eu de la liquidation. Bitcoin liquidé et évacué. Le taux de financement revient en territoire neutre ici. Donc, nous pourrions corriger un peu plus à court terme, mais à long terme, ce dumping ne change rien. Qu'est-ce que là, ça veut dire? Parce que là, on a eu beaucoup de liquidation. Les marchés se sont fait liquider, les marchés se sont retournés. Mais ça, c'est juste du court terme. Là, vous voyez que sur tous les exchanges, ici, les exchanges, c'est comme les courtiers dans la crypto. C'est ce qui va vous servir. C'est les plateformes qui vont vous servir pour acheter de la crypto. Sur lequel vous allez acheter des cryptos. Ici, vous avez Binance, OKX, DYDX, Bybit, Vertex, Bitgate, CoinEx. Tout ça, c'est des exchanges. Vous avez plein de plateformes diverses qui vont servir à acheter ou vendre de la crypto. Et là, vous voyez que tout est dans le rouge. Tous les exchanges, on voit que pour ce qui est du Bitcoin, Ethereum et même Solana, il n'y a que du rouge ici. Vous voyez? Mais ça, c'est pas très grave. C'est à court terme, sur le coup, aujourd'hui, oui, c'est rouge. Mais à moyen long terme, voilà, c'est juste une petite correction, mais on va aller plus haut. Vous voyez? Donc, ici, vous voyez, l'afflux d'ETF spot Bitcoin n'était que de 132 700 millions, 132 millions 700 000 hier. Donc, on n'a pas eu hier un grand afflux de Bitcoin, contrairement aux autres jours précédents. Hier, il y a eu peu d'entrées sur le Bitcoin, moins que prévu. Donc, ça explique aussi peut-être que l'euphorie s'est calmée. Surtout, bon, en contrepartie, il faut rappeler que le GBTC Grayscale continue à vendre à foison des bitcoins pour rééquilibrer leur portefeuille. Ils continuent à vendre, mais ils veulent bientôt racheter avec leur propre ETF, le produit ETF Bitcoin. Donc là, ils vendent beaucoup, mais c'est un mal pour un bien. Donc là, ils vendent. Il faut rappeler qu'ils vendent. Et en fait, c'est peut-être cette balance qui a provoqué peut-être encore la chute du Bitcoin. Quoique, on voit que le TF de BlackRock compense cette baisse. Donc d'un côté, en rouge, on a la forte chute des ventes de Grayscale, mais d'un autre côté, on a les forts achats de TF Bitcoin de BlackRock. Donc ça compense un peu, on va dire. Vous voyez? Mais la bonne nouvelle de tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est que, ici, bon, je vais vous le zoomer, c'est que là, voici le volume mensuel des 10 ETF Bitcoin. Si on prend le volume mensuel. Et là, le mois de mars, on est actuellement au mois de mars, là, dans la dernière courbe que vous voyez ici, là, la dernière bougie, là, ici au mois de mars, en gros, là. Et donc, le mois de mars n'est qu'à moitié terminé. On n'est qu'à la mi-mars, hein. On est le 15 mars aujourd'hui. Mais il a déjà dépassé les chiffres de février et de janvier avec 75 milliards. Vous voyez, avec, pardon, 65 milliards. Donc, on est à peine à la moitié du mois de mars, qu'on fait déjà largement mieux que les mois de janvier, février. Et vous voyez que c'est en pente montante, hein. Quand on regarde même les autres mois, là, ici, là, quand on part d'ici, vous voyez que d'un coup, ça explose. Donc, si on continue à monter comme ça
en termes d'accumulation à travers ces 10 ETF, là, ces 10 produits en bourse qui vont vous exposer au Bitcoin, et bah, le mois d'avril, on devrait être aux alentours des 90 milliards. Si on suit, hein. Et encore, le mois de mars, c'est pas terminé, hein. Il se pourrait qu'on dépasse les 70 milliards. Donc, vous voyez que c'est rectiligne. Donc, si on continue avec cette forte demande et qu'on part de ce sens, on pourrait être aux alentours je sais pas, 60, 90, 100 milliards, en fait, de volume. Donc, voilà, hein, ça fait que de monter. Et là, on ne sait pas jusqu'à où ça va s'arrêter. Ça pourrait se calmer, certes, mais en tout cas, on voit que l'accumulation, le volume, la mensuelle, en tout cas, fait que de monter, fait que de croître. Donc on verra. Je pense qu'on va terminer le mois de mars aux alentours des 75 milliards. Donc on va passer de 65 à 75 milliards d'ici la fin si on continue à cette vitesse. Donc c'est que des bonnes nouvelles là. Ouais. Et là, il y a un nouveau site, ici en l'occurrence, qui s'appelle Fiatlek, ici là. Vous voyez, Fiatlek. Donc c'est un site, enfin c'est un nouveau site que j'ai découvert là, ici. Vous voyez que qui montre l'entrée, enfin voilà, au jour là, ici, de crypto sur les territoires, tout ça. Vous voyez? Et là, on voit que si on prend le territoire des États-Unis, regardez l'entrée de toutes les cryptos. C'est l'achat, hein, de personnes. Et vous voyez l'entrée de crypto dans ce territoire. Et là, par exemple, on va sélectionner, par exemple, le Bitcoin, ici. Alors, je vais le trouver, voilà. Par exemple, là, je vais vous mettre le Bitcoin, là. Donc, je vais cliquer dessus. Alors, je sais pas trop. Voilà. Là, j'ai cliqué. Bon, c'est un peu lent. Vous allez voir ça. Ici, là, je suis sur le prix du Bitcoin. Vous voyez? J'enlève ça. Et regardez où est-ce que le Bitcoin surtout part. Vous voyez? Et là, on voit que le Bitcoin part principalement, surtout, hein, ça va très vite vers les États-Unis, aussi un peu en Europe, et ça un peu plus rapide aussi, enfin à même vitesse, on va dire en Corée du Sud. Donc, mais aux États-Unis, ça part à toute vitesse là. Vous voyez comment ça accélère. Il y a une forte accumulation aux États-Unis. Les États-Unis sont en train de ramasser tous les bitcoins. Ça part aussi un peu en Europe et un peu aussi en Corée du Sud. Donc, vous voyez vers où le bitcoin part. Donc, sur les dernières tendances, on voit surtout, il est clair qu'il existe actuellement de nombreuses activités d'achat de bitcoin aux États-Unis et en Corée du Sud. Et voilà, quelqu'un s'empile fort. Donc il y a une personne, voilà, ou des baleines, des personnes qui accumulent énormément de crypto, surtout vers les États-Unis et aussi un peu en Corée du Sud et légèrement en Europe. Donc vous voyez que les gens les plus malins sont surtout aux États-Unis et aussi en Corée du Sud. Ça accumule massivement du Bitcoin. Vous voyez? Donc retenez bien ce site, c'est Fiat Leak. Et c'est ce site qui montre vers où le Bitcoin est accumulé là. Ici, là. Donc plutôt aux États-Unis et en Corée du Sud. Donc c'est une bonne information à prendre. Et surtout, pour ceux qui sont dans la panique, là, qui ont vu le Bitcoin corriger cette nuit, vous faites une grave erreur. Parce que si vous vendez vos Bitcoins, parce que vous avez eu le fort achat vers les États-Unis, c'est surtout l'ETF de BlackRock qui achète massivement du Bitcoin pour le compte de ses clients. Et en fait, une preuve montre que si vous vendez votre Bitcoin à BlackRock, vous ne le récupérez probablement pas. Puisque BlackRock, quand ils accumulent du Bitcoin, c'est pour le long terme. Et ils ne vont plus vous le revendre. Parce que les investisseurs, les clients fortunés qui achètent du Bitcoin, en général, ils le détiennent pour leurs fonds, pour leur trésorerie. Et en général, ils ne le vendent plus. Donc BlackRock qui accumule massivement, bah, si vous vendez votre Bitcoin, sachez que BlackRock, eux, les achètent actuellement pour leurs clients. Et sachez qu'ils ne sont pas prêts de vendre tout de suite. Donc, vous n'allez pas les récupérer tout de suite, vos Bitcoins. Donc, c'est une énorme erreur de vendre, que ce soit ces Bitcoins ou même ces autres cryptos. Parce que les fonds institutionnels vont les récupérer et vous ne pourrez plus. Voilà. Après, il y a une grande quantité de Bitcoin en circulation, hein. Donc même si vous vendez maintenant parce que vous ne le sentez pas, vous pourrez certes, oui, en racheter plus tard. Mais sachez que bah, là, c'est avalé, on va dire, par BlackRock, à peu près une bonne majorité, et qu'en général, vous n'allez pas le récupérer. Donc voilà, par rapport à ça. Aussi, on a Monsieur 100, comme il est surnommé, qui achète vos baisses. Donc depuis qu'il y a une liquidation cette nuit, bah, regardez ça.
Il y a une baleine qui s'appelle Mister 100. Certains disent que c'est Jeff Bezos, d'autres voilà, spéculent sur d'autres personnes, mais qui disent que, regardez ça, une fort achat là, encore, forte accumulation, et qui achète la baisse de cette nuit. Donc pendant que vous paniquez, quand je dis vous, je pense pas que ce soit les guerriers là de ma communauté, mais quand je dis vous, c'est la psychologie générale, les traders ou les investisseurs qui viennent ici là, qui viennent essayer de spéculer sur les cryptos et qui, à la panique ici, se disent ah non non, je me suis fait avoir et qui vont vendre dans la panique. Vous voyez? Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, si on regarde sur le long terme, enfin quand on regarde la courbe du Bitcoin, ça peut encore aller plus bas. On a chuté à 67 000. On peut ici corriger de bien plus, de même 20%. Parce que le Bitcoin là a chuté d'environ 7%. Mais on peut, oui, corriger jusqu'à 20% pour une vraie correction, j'ai envie de dire. Et ça nous ramènerait peut-être à 60K, j'ai envie de dire. Une bonne correction pourrait nous ramener vers les 60K. Donc, on n'a peut-être pas fini cette correction. Faut le savoir. Maintenant, sur le moyen long terme, vous voyez que même si ça corrige à ce niveau-là, ça ferait très mal. Hein, encore, nous ramener à 60K, ça ferait mal certes, mais voilà, on est toujours dans une tendance très haussière. Et là, peut-être qu'on a juste corrigé un peu pour vraiment aller chercher maintenant les 80K. Maintenant, ça peut corriger encore. C'est vrai qu'on peut aller plus bas. Peut-être pas à 60, mais peut-être à 62. Donc, faut le noter. On ne sait pas trop, mais on peut corriger encore. Donc moi, je suis comme voilà, un requin là. Enfin voilà, j'observe l'odeur du sang, on va dire, et voilà, je suis prêt à placer des liquidités encore plus. J'observe, je regarde si ça stabilise, si ça peut aller plus bas. Voilà, j'écoute, je lis, et dès que je sens, bim, j'achète la baisse. Vous voyez? Donc voilà, si on regarde de plus près ici, vous voyez que en fait, on est à cette position là, la base 4 ici, on est dans la base 4 où je ne sais pas comment appeler ça, mais ici il semblerait qu'on soit dans la base 4 et que là on corrige avant d'aller chercher les 90K. Simplement. Donc là, on est en train de faire cette correction pour aller chercher les 90K à terme. Et on l'a toujours eu. On a eu la base 1, 2, 3. On a eu des corrections de 20%, 15%. Et là, on est à la base 4. Et voilà, pour aller chercher la target cible des 90K. Donc, ça bouge pas. Mais on est toujours sur une phase parabolique. Ça bouge pas. Maintenant, il faut des corrections. Voilà, des plus bas et des hauts plus élevés sont tout ce que j'observe ici. Donc, à chaque fois qu'on se fait liquider, vous voyez, ici, voilà, on recharge et on va toujours plus haut. Donc c'est ce qui va arriver. Hein. Là, on s'est fait liquider, on a corrigé. Tout ça, c'est pour trouver un point bas et pour aller plus haut. Ça bouge pas. Ici, vous le voyez, toutes les fois en 2011, 2013, voilà, 2 fois en 2013, 2017 et 2021, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des bonnes corrections. Ensuite, on est remonté rapidement et on a cassé ça pour aller plus haut. Là, regardez. Ça, c'est sur le long terme, hein, sur plusieurs mois, des bougies de plusieurs mois. 2021, on était au top hein, en 2021. On a eu une grosse correction qui nous a ramené jusqu'à mi-2022. C'est-à-dire 1 an et demi de baisse. Ensuite, là, on est rapidement remonté. Voilà, 2023, légère correction. Et bim, on est remonté. Jusqu'à là, on est à 70K là en 2024. Mais si on regarde comme les fois précédentes, à chaque fois qu'on est remonté, vous voyez qu'en 2018, on a fortement corrigé jusqu'en 2019. On est remonté, 2020, tac. Et ensuite, quand on est remonté, bim, on a explosé. Là, c'est pareil. On est remonté ici. Certes, on se fait un peu rejeter sur la journée, voilà. Mais là, la bougie ne voit même pas ça. Vous voyez, ça, c'est des bougies mensuelles. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On risque de casser ça et d'aller bien plus haut. Et là, d'aller chercher les 90, 100 et voire plus. Vous voyez? Donc, voilà. Si on prend sur le long terme, il n'y a pas à s'inquiéter. À chaque fois après les bear market, on est remonté et on a cassé ce plafond de verre, on est allé au-dessus. Et là, on est exactement à ce plafond de verre ici et on va aller casser ça et aller plus haut. Je ne sais pas si vous comprenez ce chart, mais c'est toujours pareil. Les cycles se répètent et se ressemblent.
Et si là, on regarde le chart, il semblerait qu'on fasse comme le Nasdaq, l'indice, l'un des 3 indices américains, l'indice technologique, le Nasdaq. Là, le Bitcoin semble répéter le même schéma, la même courbe. On dirait qu'il veut 140 000 avant la réduction de moitié, mais qu'est-ce que j'en sais? Donc là, si on regarde comme ça fait comme le Nasdaq, il semblerait que avant le halving, donc avant la réduction de moitié là, des récompenses là, pour les mineurs du Bitcoin, avant le halving là, il semblerait qu'on puisse même aller chercher 140K, donc avant le mois là d'avril, avant la mi-avril, il semblerait que on va faire ce même schéma. Mais attention, c'est de la spéculation. Aujourd'hui, on corrige. On a la mi-mars, on corrige. On repasse en dessous des 70K. Je ne sais pas si on va aller à cette vitesse chercher les plus de 100K d'ici un mois. Je pense pas. Mais je pense qu'on va chercher les 140K, moi, d'ici la fin de 2024. Donc après, tout ça, ça reste de la spéculation. Mais je pense que voilà, là d'ici un mois, ça m'étonnerait qu'on passe au plus de 100K, mais ça, voilà, hein, ça peut être possible aussi. On verra ça. Il y a des arguments qui nous font croire que c'est possible. Donc maintenant, ici, on dit que un changement de cap, mais là, c'est plus les marchés traditionnels. Mais si la Fed, parce que là, on observe les taux d'intérêt, on veut que la Fed rebaisse les taux d'intérêt pour favoriser la croissance. Mais l'inflation est encore un peu trop élevée au goût de la Fed. Mais si jamais la Fed recommence à baisser les taux, on pourrait avoir une situation comme les années 1970. Et ça pourrait aller très vite à l'avant là. Enfin, l'inflation pourrait vite exploser, mais on a observé ça dans les années 1970 quand ce phénomène est arrivé, quand ils ont lâché un peu et qu'ils ont rebaissé les taux, et bah toutes les actions sont partis fortement à la hausse. Nous avons vu ici le marque, hein, nous avons vu le SP500 atteindre de nouveaux sommets historiques. Bah, ici, c'est un narratif qui peut arriver d'ici cet été-là. La Fed pourrait recommencer à baisser les taux d'intérêt. Si ce phénomène se passe, enfin si cet événement se passe, le SP500, les marchés, les actions pourraient exploser et connaître de nouveaux records, mais aussi les cryptos. C'est un narratif qui peut être envisageable aussi pour les cryptos et c'est ça qui pour moi va nous emmener aux 100, 150K pour les cryptos. Donc il faut noter ça. Là, on y est là. On est proche d'arriver à ça d'ici peut-être juin. Là, on n'est pas loin à ce que la Réserve fédérale recommence à baisser ses taux pour favoriser la croissance. Et donc, voilà, la comparaison, justement, fait froid dans le dos. Si la Fed relâche la pression sur les taux, comme dans les années 70, bah, l'inflation, certes, oui, peut vite revenir et exploser, mais ça va faire exploser les actions et les cryptos. Donc c'est un scénario qui peut arriver. Après, il faudra s'occuper à nouveau de l'inflation, mais ça sera un autre problème. Mais regardez ça, les années 70, ce que ça avait montré, et l'inflation avait explosé ensuite à nouveau. Donc on verra si ça se passera. Voilà. En tout cas, l'inflation, faut le rappeler, hein, l'inflation repart à la hausse hein, à l'heure actuelle. Donc c'est pas tout de suite que la Fed va rebaisser ses taux. C'est peut-être dans quelques mois, d'ici la fin de l'été ou à la fin du deuxième trimestre du deuxième semestre, deuxième trimestre 2024. Donc peut-être dans quelques mois, 3-4 mois. On verra. Mais c'est un scénario qui pourrait faire exploser les cryptos le Bitcoin à plus de 100 000. En tout cas, la Fed a d'autres idées en tête et ce serait les CBDC, donc les futures monnaies numériques. C'est de la spéculation. On a des gros partisans. On a la Fed qui veut peut-être introduire ça. Mais on a beaucoup de défenseurs qui veulent éviter les monnaies numériques, qui disent qu'on serait trop surveillé. Donc là, un des membres du Congrès, Tom Emmer, révèle que la Banque centrale fait allusion à un programme de CBDC. On a plein d'acteurs majeurs qui sont contre une monnaie numérique, on verra. Mais ça jouera un coup sur les cryptos. C'est sûr que ce narratif-là va impacter crypto. On verra dans quel sens les CBDC. En tout cas, le Bitcoin se mariera avec ça, cette tendance, si ça arrive. Et par contre, si on interdit les CBDC, ça pourrait être très bullish pour le Bitcoin. Donc on verra ça, ces monnaies numériques là. Parce qu'on va être totalement tracé avec ces monnaies numériques. On sera suivi sur toutes les transactions qu'on fait. Et donc, c'est pas sûr que ce soit approuvé ça. On verra. On a aussi des sénateurs
sénateurs US, là, donc Jack Reed et Laphonza Butler. Donc ici, on a lui, je sais pas, lui, je crois que c'est lui, Jack. Oui, Jack Reed et Laphonza Butler. C'est cette dame-là, là. Et ces deux personnes, ces deux sénateurs ici, ont envoyé une lettre en fait à Gary Gensler, lui demandant de refuser les ETF. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle pour la crypto. Donc ces deux sénateurs ici sont contre l'approbation d'autres ETF, puisqu'ils disent que les investisseurs en particulier seraient confrontés à d'énormes risques liés à ces ETF. Et dont les prix sont particulièrement susceptibles de faire l'objet de dumping. Donc en fait, ils citent la volatilité, par exemple d'Ethereum, qui pourrait être le prochain ETF à être accepté. Ils disent que c'est trop risqué d'accepter les prochains ETF. Ethereum, Ripple ou Solana, que ce serait trop risqué parce que ils sont fortement exposés à la volatilité. Donc ils sont contre ça. Donc on verra. Ça, c'est pas une très bonne nouvelle. Et ils ont donc écrit cette lettre voilà, à Gary Gensler, qui est le chef, on va dire, de voilà, l'approbation des ETF. Et donc c'est pour ça, voici la nouvelle peut-être qui voilà, a fait partie du dumping du Bitcoin cette nuit. Voilà, que le TF Ethereum pourrait ne pas être approuvé tout de suite. Et ça peut avoir mis un coup au moral, au crypto, on va dire. Donc on ne sait pas, il y a beaucoup de rumeurs, voilà. Donc le marché est très manipulé, tout ça. Il peut y avoir plusieurs rumeurs qui expliquent cela. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, bonne nouvelle, ça c'est la Russie qui annonce la signature d'une loi autorisant la cryptographie ou les cryptos via le Bitcoin à des fins commerciales. Donc cette décision suit le plan des BRICS de faire du dollar en 2024. Et différentes institutions mondiales et en Europe ne peuvent pas stopper ce changement. Bon, là c'est mal traduit un peu, mais gros. En gros, la Russie là autorise le Bitcoin et les cryptos. C'est ce qu'il faut retenir. Et sont de plus en plus friands de ça. Donc voilà. Maintenant, Poutine a d'autres choses à s'occuper plutôt que les cryptos. Et surtout la guerre avec un Macron très menaçant. Et là, donc la France très menaçante. Et donc la Russie, pays membre des BRICS, confirme transporter des armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Donc voilà, cette guerre nucléaire se met en place en espérant qu'elle n'ait pas lieu, mais voilà, Poutine prend les mesures. Donc plutôt, le président de France, Emmanuel Macron, s'exprimait sur le conflit en Ukraine, appelant à une solidarité au niveau de l'Europe. Donc Macron est plus va-t-en guerre que jamais. Il est déterminé à peut-être à riposter. Et donc le président a également évoqué la ville de Odessa avec l'envoi de troupes. Donc Macron, voilà, parce qu'ils savent que Odessa c'est très important et c'est une des cibles de la Russie, cette ville portuaire, Odessa. Et donc, la bataille d'Odessa va peut-être se jouer finalement pas que entre l'Ukraine et la Russie, mais entre l'OTAN, l'organisation voilà, occidentale militaire, Europe, États-Unis, et face à la Russie. Donc là, voilà, ce conflit pourrait s'envenimer. Après, voilà, comme je vous ai dit, Vladimir Poutine, aujourd'hui, commence les élections qui vont se tenir sur 2 jours. La victoire de Poutine est certaine. Maintenant, on va voir à quel niveau sa victoire va se porter. Est-ce que ça va être un carnage, sa victoire, ou est-ce que finalement, il va baisser un peu dans les attentions? C'est la seule chose qui intéresse. Voilà, on sait très bien qu'il va remporter les élections. Et donc, voilà. Les Russes donc votent lors d'élections que Poutine remportera. Donc on sait déjà qui va gagner maintenant, à quelle hauteur sera sa victoire. En tout cas, Poutine est cash. Il déclare que la Russie est prête aux négociations, hein, bien qu'il se prépare à une éventuelle guerre nucléaire. Et il a déclaré qu'il était prêt à cette guerre nucléaire. Et voilà, il est prêt à des négociations, mais pas sur des vieux pieux. Après avoir consommé certaines substances, doivent être fondées sur la réalité du terrain. Donc voilà, avis aux cocaïnomanes qui rêvent de récupérer la Crimée et le Donbass. Donc voilà, juste là, c'est François Asselineau hein, qui fait une blague par rapport à ça, puisque il parle des cocaïnomanes comme il cite hein, en gros Macron et Zelensky, qui voilà, hein, ça se voit tout de suite que ils consomment ces deux-là, même si rien n'est fondé, mais voilà. Mais la Russie est donc prête aux négociations et Poutine est prêt à cela. Par contre, Macron, lui, est dans une autre logique. C'est la logique de protéger absolument l'Ukraine et qu'il va peut-être falloir
vraiment envoyer des troupes. Donc Macron, lui, est plus menaçant que jamais. Il n'a pas rassuré lors de son interview d'hier. Et donc voilà. Et bien sûr, ici, Philippot dénonce que Macron a menti hier sur les accords de Minsk. Macron annonce de nouvelles dépenses sur l'Ukraine, sur le modèle du grand emprunt de l'UE sur le Covid. N'importe quoi donc. Macron évoque une menace existentielle pour la France, qui pourrait justifier une guerre nucléaire. Donc Macron est vraiment dangereux. Hein. Là, il dit directement que la Russie menace vraiment. Vous voyez. Donc clairement, il accuse la Russie de tout ça. Donc c'est vraiment là, attention à ce que Macron pourrait faire. Donc Macron délire, veut-il faire la guerre à la Russie pour cacher justement l'effondrement de l'économie française. C'est sûr que Macron a des intérêts à vouloir faire la guerre, soit pour rester en poste en tant que président et imposer la loi martiale, soit pour cacher justement la défaillance des entreprises françaises, vous voyez, qui viennent de battre un record historique dépassant les 1%. Donc on va voir ça. Et là, c'est Marc Toiti, très bon économiste qui met en alerte ça. Regardez la défaillance des entreprises. Regardez la courbe ça a explosé là. Vous voyez, depuis 2021 là, explosion des défaillances des entreprises. Vous voyez, donc c'est une catastrophe. L'économie française et les entreprises s'effondrent. La défaillance des entreprises s'effondre complètement. Et donc, les chiffres de défaillance d'entreprises viennent de tomber. Et regardez, et pendant que Bruno Le Maire, notre cher ministre, qui est un bras cassé lui aussi, dit que tout va bien et qu'on serait à l'aube, entre guillemets, des 30 glorieuses. Donc les 30 glorieuses, c'est la grande période où la France était voilà, en plein boom, tout se passait bien. Et donc là, regardez, sur un an, explosion donc des défaillances d'entreprises, surtout plus 41% dans l'immobilier. Donc c'est le secteur le plus touché. Les entreprises qui sont liées à l'immobilier, c'est elles qui explosent le plus dans la défaillance. Voilà. Et là aussi 19% donc pour l'industrie en général, pour la construction, donc 39% pour la construction, 34% pour les hôtels-restaurants, voilà, 30% pour le transport et 35% pour le conseil. Donc voilà, tout ça, voilà, vous avez une moyenne de plus 30%. Ici, là, 30-35% d'explosion de la défaillance. Donc, merci Bruno Le Maire, merci Macron. Ils sont en train de faire couler le pays. Donc, voilà par rapport à ça. À côté de ça, bien sûr, les aides là qu'ils apportent, parce qu'ils voilà, ils utilisent les milliards pour aider l'Ukraine. Mais là, on apprend que aide financière à l'Ukraine, 16 milliards d'euros portés disparus. Donc voilà, dans cette aide, mais où sont passés 16 milliards d'euros? Rudi Reichstad est-il encore passé par là? Non, pas cette fois. Cependant, une question à laquelle la Commission européenne semble ne pas pouvoir répondre. Voilà, apparemment, il y a 16 milliards qui ont disparu. Dans la foulée, le gouvernement polonais annonçait que la conférence de donateurs qui s'était tenue dans la capitale avait permis la collecte de 6,3 milliards, tout ça là. Alors près de 2 ans plus tard, l'Ukraine affirme ne pas avoir reçu ses fonds. Donc voilà, il y a eu 10 milliards. Là, d'abord, la présidente de la Commission européenne annonce à la capitale polonaise qu'une campagne internationale de fonds avait permis de réunir 10 milliards. Et ensuite, on a une autre collecte voilà, de donateurs de 6 milliards. Donc en tout, ça fait 16 milliards. Mais l'Ukraine dit ne pas avoir reçu tout ça. Donc nous ne savons pas ce qu'ils sont devenus, affirme mardi le mardi 5 mars le Premier ministre ukrainien Denis Shmyhal. Donc là, comment ont-ils été dépensés? Qu'ont-ils soutenu? L'Ukraine n'a rien reçu. On imagine donc qu'il va falloir prélever ces 16 milliards sur les impôts des Européens maintenant. Donc voilà, 16 milliards portés disparus. Nous, j'ai l'impression que je sais où ils sont partis. Suivez mon regard, vous voyez. Donc à mon avis, je pense que ce gars-là et sa bande ont récupéré une bonne partie, vous voyez, de ces fonds promis. Et voilà, et ils les ont cachés dans des paradis fiscaux, des choses comme ça, certainement. Donc voilà comment l'argent des Français, des Européens est dilapidé, j'ai envie de dire. Vous voyez, pendant que Macron coule le pays, les autres présidents, ou peut-être à en devenir comme Donald Trump, eux, font tout pour protéger la souveraineté de leur pays. Là, Trump déclare la guerre au cartel de la drogue mexicaine, tout ça. Donc voilà, ces autres présidents, eux, font leur devoir envers leur pays. Ici, Nayib Bukele qui transfère 400 millions de dollars de Bitcoin vers un nouveau cold wallet. Donc en gros, le Salvador
le pays Salvador, est en train de créer une grande trésorerie et de mettre le Bitcoin en trésorerie de côté pour leur pays. Donc voilà, pour la richesse future de leur pays. Donc voilà comment eux, les présidents. Pendant ce temps-là, nous, on a Macron. Et nous, voilà, nous, Macron, on a un message et on l'a envoyé. On s'en fout de sa guerre. On n'en veut pas. Lui, il est en train d'envoyer l'Europe et les Français à la guerre. Mais on n'en veut pas de sa guerre. C'est le message qu'on a envie de lui dire. Vous voyez ? Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, on va se concentrer sur... on va revenir sur les cryptos et voir quelques actualités. Et Coinbase qui salue la mise à jour d'Ethereum qui permet des frais très faibles et notamment sur la Layer 2, sur sa Layer 2, Base. Donc vous savez que Coinbase, l'exchange Coinbase, le courtier Coinbase, a lancé sa propre blockchain sur Ethereum. Donc une couche 2 d'Ethereum pour aider à désengorger Ethereum et profiter de la sécurité, de la décentralisation d'Ethereum. Et donc là, grâce à la mise à jour d'Encun qu'il y a eu sur Ethereum, ça a réduit énormément les frais sur Ethereum, mais aussi sur les couches 2, sur ces layers 2. Et Base, le réseau de Coinbase, en a profité. Et là, hier, nous avons franchi une étape historique. Pour la première fois, les frais de transaction sur Base sont tombés en dessous de 1 centime. Vous voyez ? Donc évidemment, à mesure que de plus en plus de personnes effectuent des transactions, les frais fluctueront. Mais voilà à quoi ressemble le progrès. Et voilà, regardez, les frais étaient à plus de 30 centimes sur le réseau. Et là, maintenant, ils sont à moins de 1 centime. Moi, je pense perso que ça va réamener une attractivité sur les layers 2 d'Ethereum principalement. Optimism principalement, Arbitrum et Polygon Matic. C'est pour ça que j'ai fait une réallocution et que j'ai basculé mes fonds en crypto, je les ai plus envoyés vers Ethereum et son écosystème, c'est Layer 2 actuellement. Je tente le pari, on va voir si ça fonctionnera, mais voilà, j'ai fait une réallocution sur mes portefeuilles crypto. Donc voilà, le fondateur Justin Tron, lui, Justin Sun, pardon, le fondateur donc de Tron, qui est une autre blockchain, qui a un autre blockchain, vient de déposer près de 500 millions, parce que Justin Sun est multimilliardaire, hein. Donc lui, ça lui pose pas de problème de déposer 500 millions d'Ethereum sur le protocole de restacking Liquid. Donc voilà, il a posé des fonds là-bas, il va aller essayer de se faire un peu d'argent sur ce protocole qui est basé sur Ethereum. On va voir. En tout cas, lui, il se fait de l'argent comme ça, et il sait que c'est sur la crypto qu'il faut se faire de l'argent. Là, Solana atteint un nouvel ATH au niveau de son market cap. Énorme, Solana qui bat tous les records. Regardez ça, Solana qui dépasse les 80 milliards de market cap. Certainement, Solana va aller à plus de 100 milliards. Et voilà, Solana, c'est le réseau le plus attractif du moment, le plus dans la tendance. Les mêmes coins sur son réseau, les crypto-blagues explosent, les NFT explosent, la DeFi explose, tout explose sur Solana. Et Solana est un sérieux concurrent outsider à Ethereum. Et donc, voilà le cours de la blockchain Solana. J'ai pris une bonne partie, hein, je ne vais pas vous mentir. Enfin, je vous mentirai jamais, mais je vais, en fait, la crypto Solana, là, j'ai énormément pris de bénéfices, plus de 75%. J'attends à présent une correction salutaire de Solana avant de me replacer. J'ai laissé une toute petite partie, mais j'attends maintenant une belle correction quand même de Solana. Je trouve que ça y est, il faut que ça corrige un peu avant de revenir dessus. Pour l'instant, je joue plutôt le pari Ethereum et ses Layer 2 à présent. Et peut-être dans quelques semaines, voilà, ou pas même, j'ai envie de dire, dans quelques jours, quelques semaines, je vais essayer de trouver un point bas et de revenir sur Solana. Maintenant, voilà, parce que je trouve que c'est un peu trop monté. Donc voilà, regardez le réseau Solana, plus de 715 000 portefeuilles actifs ont interagi avec l'écosystème Solana au cours des dernières 24 heures. Donc sur la seule journée d'hier, 715 000 portefeuilles d'adresses, hein, de personnes ont tradé sur l'écosystème Solana. Vous voyez, où on fait des manipulations à travers le réseau Solana. On utilisait peut-être des dApps de l'écosystème Solana, des services. Donc c'est énorme. Et regardez, ici, Solana retourne Ethereum. Donc Solana dépasse Ethereum et toutes les autres blockchains dans le volume de transfert quotidien de stablecoins. Donc les stablecoins, c'est un peu la liquidité. Les stablecoins, c'est des cryptos qui répliquent le cours des devises, et en l'occurrence du dollar.
Et en fait, c'est avec ces stablecoins qu'on fait des transactions en crypto. Parce qu'il faut être en crypto pour faire des transactions et donc en crypto-dollars. Et donc là, les stablecoins représentent la liquidité qu'il y a sur les blockchains. Et là, on voit que bah, la liquidité qu'il y a sur le réseau Ethereum, le réseau Solana, connaît un meilleur volume que sur les autres réseaux, et notamment Ethereum. Vous voyez, donc Solana, actuellement, quotidiennement, voire hebdomadairement, fait des meilleurs volumes de transactions que Ethereum. Vous voyez, et c'est pour ça que Solana surperforme Ethereum, et c'est pour ça que mon plus gros bac de base est Solana. Là, j'ai vendu une bonne partie, j'attends une correction, mais voilà, Solana, je suis très très bullish. Bien plus bullish sur Solana que sur Ethereum ou Bitcoin. Donc voilà par rapport à ça. Solana aussi connaît d'autres belles actualités. On a Binance, le plus grand exchange, le plus connu, le portefeuille de Binance, le Web3 Wallet, qui intègre Solana. Donc maintenant, depuis Binance, vous allez pouvoir accéder à l'écosystème Solana. Incroyable, ça va amener encore une masse de personnes à l'écosystème Solana. Donc Solana non seulement explose, mais c'est que le début. En fait, c'est en train de mettre en place des choses. Et regardez, on avait une collection qui s'appelait The Gods. Et ici, là, une très belle collection, il faut le reconnaître, qui a migré, qui était sortie complètement de l'écosystème Solana pour une question d'argent. En fait, à la base, ils avaient réclamé plus d'argent à Solana, à la fondation Solana. Solana avait refusé cette offre. Et donc, The Gods, cette célèbre collection, avait migré, était sortie de Solana pour aller sur Ethereum et Polygon. En gros, Polygon avait racheté cette collection. Et là, bah, cette collection, ici, se fait flipper parce que c'était la plus belle collection de Solana. Ici, on voit que Clayzonerds donc dépasse en volume de transactions et devient plus importante. Voilà, c'est un peu une revanche pour Solana sur les NFT. Donc, encore une autre bonne nouvelle pour Solana. Aussi, regardez d'autres meme coins. Ici, là, en l'occurrence, c'est un chat, Popcats, ici, qui explose et qui dépasse les 300 millions de market cap. Donc, que ce soit les chiens de Rashiba ou les chats, toutes les crypto-blagues explosent sur le réseau Solana. Et ça a porté son écosystème, bien sûr, bien plus haut. Ici. Aussi, il n'y a pas que les mêmes coins ou les blagues ou même les NFT. On a aussi le gaming qui est en pleine bourre sur l'écosystème Solana, dans la blockchain Solana. Ici, on a Parallel. Donc, Parallel TCG qui lancera son nouveau jeu basé sur l'IA, donc Parallel Colony, sur Solana. Donc voilà, des jeux alimentés par l'intelligence artificielle. Je me demande ce que ça va donner. Et voilà, bah, tout ça, c'est le futur. Et le futur se passera sur la blockchain. Et ici, en l'occurrence, sur Solana. Donc les agents IA pour effectuer des transactions de manière autonome en chaîne dans ce nouveau type de jeu. Waouh, de survie. Donc assez impressionnant. C'est un nouveau paradigme de jeu. Mais voilà, et ça, bah, ça se passe sur Solana. Donc hâte de voir tout ça. Parallèle Colony. Donc on verra. Je ne sais pas à quoi ressemble le jeu. Faut voir. Ça a l'air d'être un jeu... Voilà, c'est un jeu de survie. Vous voyez ici, là, vous avez des images. Très bon jeu. Hein. Ça a l'air d'être un jeu triple 1. Donc avec une qualité graphique supérieure. Bah, tout ce volume de jeu va alimenter le réseau Solana. Donc incroyable. Voilà par rapport à Solana et les cryptos. Là, quelques dernières actualités avec l'Inde qui approuve une nouvelle politique en matière de véhicules électriques pour stimuler les prix. Donc voilà peut-être l'Eldorado d'Elon Musk qui voit Tesla s'effondrer en bourse, les actions Tesla, mais peut-être que Tesla vient de trouver un nouveau catalyseur pour se relancer, en l'occurrence l'Inde qui va être un grand acteur de la relance et qui va acheter énormément de véhicules électriques, l'Inde qui va se moderniser et qui va accueillir toutes les grandes entreprises aussi américaines, tout ça, dans le futur. Et bien là, c'est peut-être la chance d'Elon Musk de voir Tesla rebondir. On verra ça. Après, attention, parce que la Tesla a une forte concurrence chinoise. Hein. Donc là, on voit que, regardez ça, les véhicules, le China EV Charging, enfin, en tout cas, pour ce qui concerne les chargeurs, en Chine, c'est en train d'exploser. Alors que aux États-Unis, c'est en train de stagner.
Donc les États-Unis sont, on va dire, c'est Tesla qui tient les États-Unis un peu sur ses épaules en termes de chargeurs de véhicules électriques. Mais il n'y en a pas assez. C'est pour ça que on a vu dernièrement que les grandes marques de véhicules électriques, là, ou les grandes marques anciennement traditionnelles, comme General Motors, Mercedes, Toyota, font machine arrière sur l'électrique. Parce que l'infrastructure n'est pas en place. C'est pour ça que l'action Tesla aussi est en train de chuter voilà, une hécatombe en bourse. Tout n'est pas prêt concernant les véhicules électriques. Par contre, en Chine, ça explose. Les charges, les choses comme ça. Vous voyez? Et donc, attention, parce que la Chine pourrait aller... Bon, là, la Chine et l'Inde, ça se passe pas trop bien, mais pourrait aussi intégrer le marché en plus américain, mais en plus indien. Et donc, Elon Musk a une sacrée concurrence, en tout cas. Donc Elon Musk aussi, pour Tesla, a son robot Optimus. Mais Optimus va aussi avoir une concurrence. Là, les robots figurent. Regardez-moi ça. C'est assez impressionnant. Vous allez le voir ici. Et en fait, ces robots-là deviennent... là, c'est en partenariat avec OpenAI, qui a le célèbre chat, qui a le célèbre langage de conversationnel ChatGPT. Et là, ce robot-là, figure, va être alimenté par ChatGPT et OpenAI. Donc, il va être aussi intelligent avec ChatGPT 5, tout ça, intégré à ces neurones, on va dire. Et regardez comment ce robot est intelligent. Comment il peut, voilà, vous redonner une pomme ou vous placer des pommes, on va dire, dans le bac, tout ça. C'est assez impressionnant. Regardez ça. Je ne sais pas si vous le voyez. Ici, là. Vous voyez, il prend le bac et il met les choses à l'intérieur. Donc tout ça, c'est réel. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc ça progresse à une vitesse incroyable. Et la robotique, ça pourrait intégrer, on pourrait en entendre parler là. Enfin voilà, là on est sur les lunettes de réalité augmentée un peu. C'est ça un peu la nouveauté. Mais la robotique d'ici l'année prochaine, ça pourrait commencer vraiment à devenir réel. Hein, tout ça là, à la vitesse où ça progresse, ça va très très vite. Vous voyez. Donc prenez ça en compte. Et là, ça peut faire exploser hein, des projets là comme Microsoft qui est en partenariat avec OpenAI ou toujours plus, enfin ARM qui fabrique les puces pour alimenter ces robots. Voilà. Donc, préparez-vous. Il y a beaucoup de croissance. Le marché de la robotique là va connaître une forte croissance. Et Figure n'est pas encore en bourse. Hein. L'entreprise derrière ce robot-là n'est pas encore en bourse. Mais on a Tesla, lui, avec son robot Optimus, eux, ils sont en bourse. Donc voilà, vous avez des acteurs sur lesquels investir pour ces robots autonomes là. On verra ça plus tard. Donc voilà, les top crypto dans la tendance. Vous avez le top 10, beaucoup de mêmes coins. Et surtout, vous avez PP en première place, Patex et Aevo. Le top 3 là des cryptos les plus dans la tendance, c'est celles qui sont le plus dans la hype en ce moment. Donc PP... plus besoin de vous présenter, le célèbre mème star d'internet qui a explosé ces dernières semaines là, qui a fait une sorte de x16, j'ai envie de vous dire. Donc Pépé, pas besoin de le présenter, star d'internet, lié à la politique un peu. Pépé, avenir radieux. Donc il est premier des tendances, hein, largement. Ensuite vous avez Patex Blockchain. Donc là, ça a l'air d'être une nouvelle blockchain qui se spécialise sur l'Amérique latine. Vous voyez, responsabiliser plus de 670 millions de personnes en Amérique latine. Donc, le stacking, tout ça, solution complète pour la région LATAM, donc d'Amérique latine, tout ça. Donc, c'est apparemment, vous avez eu des blockchains liées spéciales pour la Chine, comme Conflux Network. Vous avez eu Claint pour la Corée du Sud. Et là, il semblerait que vous ayez Patex qui va se spécialiser pour l'Amérique latine. Voilà. Donc, intéressant. Et c'est en numéro 2 des tendances. Faut noter ça. Patex. Et ensuite, en numéro 3, Aevo. Aevo, c'est pour le trading sur la blockchain, dans l'écosystème Ethereum. Aevo va vous servir de faire des positions, de trader les cryptos avec des effets de levier, tout ça. Donc, attention, ça, comme je vous l'ai dit en début d'émission, c'est très risqué. Donc, faites attention à ça. Oui. Donc voilà, j'en ai terminé. Aevo est en top 3 des tendances crypto. Donc voilà pour cette vidéo. On reste au courant. On verra si le Bitcoin va se remettre ou les cryptos vont se remettre de cette forte baisse. Pour le moment, ça se stabilise
On n'est pas descendu, on est passé de 72K à 67. On a perdu quasiment 5000 dollars sur le prix du Bitcoin. Là, ça se stabilise. Ça peut aller plus bas comme ça peut aller plus haut. Là, j'ai pas vraiment de... Ça peut corriger encore à 62, voire 60. Tout comme ça peut repartir. Et là, on peut aller chercher les 80 000, voire plus. Donc là, impossible à dire. Il faut observer tout ça, les prochaines heures et tout ça, pour se faire une idée. Donc on verra ça, on suivra ça. Donc voilà pour les actualités d'aujourd'hui. On reste en contact pour d'autres actualités, hein. Force à nous, hein. Allez, à plus.